Bienvenue sur la chaîne de podcast Celle qui ose. Ici, vous écoutez des interviews et discussions avec des personnes connues et moins connues qui, un jour, ont eu l'audace d'oser. Oser y croire, oser entreprendre, oser aimer, oser dire stop et parfois même oser tout recommencer. Nous accueillons aujourd'hui Mathieu Schlaché, un homme au parcours étonnant. Ostéopathe de formation, il est le fondateur du Centre de formation professionnelle continue en ostéopathie. Spécialiste des thérapies manuelles, il est également diplômé en neurosciences et travaille principalement sur la respiration et l'apprentissage par l'expérience. Mathieu est aussi professeur de Hatha Yoga, instructeur certifié de Systema et de méthode Wim Hof. J'ai eu la chance de rencontrer Mathieu à Bruxelles, puis à Nouméa. Échanger avec lui était si passionnant que j'ai décidé de partager l'une de nos discussions avec vous. Bonne écoute! Bonjour Mathieu, merci d'être là. Bonjour Lucie, merci de me recevoir chez toi en Calédonie. Là, c'est la première fois qu'on fait un podcast chez moi, puisque d'habitude, les personnes nées en Nouvelle-Calédonie. Là, Mathieu était de passage et d'ailleurs, tu as fait un atelier... Oui, j'ai fait un atelier sur la méthode Wim Hof, qui est une méthode qui permet d'apprendre à utiliser le froid de façon thérapeutique, ce qui peut paraître bizarre en Calédonie. Oui, et tu m'avais pas prévenu et j'aurais beaucoup aimé la faire. Eh oui, mais je reviendrai. D'accord. Alors, Mathieu, je t'ai présenté en intro, mais j'ai plein de questions à te poser puisque je t'ai rencontré lors d'un mastermind à Bruxelles en 2019 et on a eu très peu d'occasions de discuter étant donné qu'il y avait beaucoup de monde. Et on a discuté hier et pareil, j'ai eu du mal à accéder à tout ton savoir et je vois que tu sais beaucoup de choses, donc ça me donne envie de creuser. C'est pour ça que j'ai eu cette idée de podcast parce qu'il me semble que tu as osé dans ta vie à plusieurs reprises et tu vas nous raconter tout ça et me raconter tout ça étant donné que je ne te connais pas. Avec plaisir. Donc je vais te découvrir en direct. Avec plaisir. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis essentiellement un entrepreneur, même si mon ADN de base, c'est d'être un homme de santé. À la base, je suis ostéopathe. Et j'ai toujours eu une passion pour l'enseignement, une passion pour le développement de projets. Et ça s'est naturellement tourné vers l'entrepreneuriat. Donc je gère plusieurs sociétés d'un côté. Et de l'autre, j'ai osé arrêter mes consultations individuelles après 18 ans d'exercice pour ne plus accueillir que des groupes et me tourner vers la guidance dans la dimension collective. Ok. Alors, d'où tu viens en tant qu'homme aujourd'hui ? Toi, Mathieu, t'as grandi où ? Que faisaient tes parents ? Tu m'as dit hier que t'avais 4 grands frères. Trois grands frères. Ouais. 3 grands frères, vous êtes 4. Tu m'as dit que ta maman avait 78 ans. Absolument. En pleine forme. En pleine forme. Elle se met souvent dans le froid avec moi d'ailleurs. D'accord. Je t'enverrai des photos. Je viens de l'Île-de-France. D'accord. Voilà, j'ai grandi là-bas et j'ai passé plus de 40 ans là-bas avant de déménager dans le sud de la France. Je viens d'une famille où j'avais effectivement 3 grands frères et je viens d'un background où j'avais une famille très tournée vers la médecine officielle, les médecines parallèles. Et moi j'étais passionné de la mécanique du corps humain. Quand j'étais petit, on avait à peu près la même génération, moi je regardais beaucoup la série Kung Fu, où il y avait cette utilisation des arts martiaux autant pour faire la guerre, le bien, le juste, que pour guérir. Et ça a été ma passion de base, d'arriver à trouver dans ces arts qui servent à faire la guerre également une façon de prodiguer du soin. D'accord. Donc je viens de là. Ok, donc tes parents étaient tournés vers les médecines alternatives et les soins, mais alors ils faisaient quoi comme Mon père était ingénieur et ma mère, après des études de philo et de prof d'anglais, en fait n'a pas travaillé parce qu'elle a éduqué ses 4 enfants. Et parce qu'on avait tous les bobos du quotidien, les maladies de la petite enfance, elle s'est tournée naturellement vers la médecine parallèle. Et ça a infusé en nous, en faisant des enfants qui étaient assez conscients de leur corps, à l'écoute et puis tournés vers une optimisation du quotidien. Donc toi, tu avais une maman qui était disponible ? Ouais, très.
disponible pour ses 4 enfants et elle a réussi avec 4 garçons à leur transmettre toutes ces choses naturelles. Alors c'était quoi? C'était de l'homéopathie? Beaucoup d'homéo, beaucoup de phyto et de l'acupuncture. D'accord. Et puis des médecines manuelles aussi. Voilà. D'accord. Elle était effectivement à ce titre-là assez avant-gardiste et elle cherchait à faire en sorte que la médecine, à prendre le meilleur de la médecine moderne et à nous protéger des dégâts qu'elle pouvait faire aussi. Complètement. Alors moi j'avais des parents aussi mes parents sont nés en 50 et 54 et j'avais des parents qui étaient... pour moi ça a toujours été naturel. Ce qui est à la mode aujourd'hui, ça a toujours été naturel puisque mes parents ont toujours mangé bio, fait attention, là, c'était l'homéopathie, les médecines naturelles. Quand on avait une verrue, il fallait faire tremper de l'écorce de citron dans du vinaigre. Enfin, voilà, la propolis et tout, c'était vraiment... voilà, moi j'ai grandi avec ça aussi, donc c'est marrant parce qu'aujourd'hui c'est à la mode, il y a beaucoup de gens qui découvrent tout ça aujourd'hui. Et tu me parles de ta maman qui a fait des études de philosophie et on en parlait hier, je me suis pas mal intéressée au développement personnel et je trouve que la philosophie est peut-être plus intéressante au niveau du développement personnel que ce qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel avec les coachs et tout ça. Je te rejoins complètement. Moi, j'ai fait plusieurs écoles de coaching et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand j'ouvre par hasard un livre, dernièrement par exemple j'ouvrais Sénèque, je me dis mais attends, on n'a pas inventé grand-chose en fait. Mais voilà, c'est ça. Donc ça recontextualise, ça remet les idées en place et je sens même plus de profondeur en fait. Oui, parce que ça vient de bien avant nous et du coup pour moi ça a plus de validité. Oui, et ça a été pratiqué et expérimenté pendant des siècles et on se rend compte en plus qu'on est avec les mêmes questionnements 2000 ans après. Absolument. Absolument. D'accord, donc toi tu as grandi dans ce milieu-là, ensuite tu as fait des études d'ostéopathie? Voilà, j'ai fait des études d'ostéo. Alors j'ai fait des études temps plein, parce qu'en ostéo on peut faire des études en étant kiné avant. D'accord. À ce moment-là tu l'étudies à temps partiel. Moi j'ai fait, après 2 ans de fac de médecine que j'ai pas réussi à valider au niveau du concours, j'ai basculé en ostéo qui était une de mes passions premières, parce que je voulais absolument toucher les gens au sens propre comme au sens figuré. Et donc j'ai fait un cursus temps plein de 6 ans qui était très baigné dans la philosophie anglo-saxonne. La philosophie anglo-saxonne de l'ostéopathie, il y a une qualité du toucher qui est fondamentale. On apprend beaucoup dans cette philosophie le handling et le holding qui sont des termes qui désignent la façon dont on accueille l'enfant au sortir du ventre de la maman. D'accord. La façon dont on l'accueille dans ses mains et dont on l'amène en fait sur son ventre dans le pot à pot. Donc voilà, la qualité de toucher a été très rapidement présente dans mon éducation. Ta mère par exemple, elle te faisait des massages ou ton père? Est-ce qu'ils étaient sensibles les deux à ça ou... C'est plutôt moi qui leur faisais des massages à ma mère. C'est plutôt moi qui avais une attraction, si tu veux, vraiment vers toucher les autres avec la main. Et je voyais ma mère régulièrement aller chez un magnétiseur. Donc je pense que dans mon enfance, ça m'a influencé de la voir se faire toucher, avoir des soins un peu à distance, entre guillemets, se faire mettre des aiguilles chez la queue, ça m'a travaillé. D'accord, alors j'en profite pour partager pour ceux qui écouteront un petit conte zen japonais que j'adore. C'est une dame qui déteste sa belle-mère et qui va voir le médecin pour lui dire écoutez, j'en peux plus de ma belle-mère, parce qu'au Japon ils habitent avec la famille. J'en peux vraiment plus de ma belle-mère, est-ce que vous auriez un poison je veux m'en débarrasser. Et puis donc le médecin lui dit écoutez, vous allez lui donner telle herbe ou je sais plus, une tisane, et après qu'elle l'ait pris pour bien l'assimiler, vous allez la masser tous les soirs. Donc la dame donne la tisane à la belle-mère et puis elle la masse tous les soirs pendant plusieurs semaines. Ça doit durer plusieurs semaines. Puis au bout d'un moment elle va voir le docteur et puis elle lui dit écoutez, finalement je veux plus tuer ma belle-mère parce qu'en fait le soir on a discuté, on s'est attaché, je l'ai massée, je me suis attachée à elle et en fait maintenant ça se passe super bien, j'ai plus envie qu'elle meure. Et il lui dit voilà, c'était ce qui était prévu, donc félicitations, c'est plus la peine de tuer la belle-mère. C'est touchant. C'est mignon comme conte. Oui. Bon, j'ai vraiment résumé, mais oui, le toucher, moi j'ai eu ma période, j'ai beaucoup de phases dans ma vie. Et j'ai eu ma période de médecine alternative où après mon BTS, je comptais faire un tour du monde des médecines naturelles. Wow. Et je voulais faire du shiatsu au Japon, relaxation coréenne, l'école Watpo en Thaïlande pour le massage thaïlandais. Et toi alors du coup, comment t'as découvert toutes ces méthodes américaines alors qu'à l'époque, même si on est jeune, il n'y avait pas forcément internet? Parce que quand j'étais ado, j'ai souffert. J'avais des blessures de sportif, j'avais très mal aux genoux, j'arrivais pas à guérir. Et à travers la médecine officielle. Et donc c'est dans la médecine parallèle que j'ai trouvé une réponse. D'accord. Et ça m'a... Quand je voyais ces thérapeutes, si tu veux, qui arrivaient
à moduler la douleur, à faire passer parfois le mal juste en touchant. Moi, ça m'a fasciné, quoi. Ça m'a fasciné de voir qu'il y avait une pharmacie interne dans le corps à laquelle on pouvait avoir accès avec certains gestes, certaines respirations, parfois certains mots. Et alors, tu es allé à la bibliothèque pour accéder à toutes ces infos? Comment ça s'est passé? Non, en fait, j'avais été soigné par ces soigneurs, et donc j'ai voulu le devenir moi-même. D'accord. Voilà. Donc tu as discuté avec eux, t'es parti dans quoi? Je suis parti En fait, je connaissais les métiers, donc j'ai commencé à me renseigner sur les écoles, et j'ai osé. D'accord. J'ai osé y aller parce qu'à l'époque où j'ai commencé, c'était en 96 de mémoire, et ben, quand tu commençais un cursus d'ostéo, c'était exercice illégal de la médecine. Donc on te disait, mais t'es complètement fou, d'abord ça coûtait super cher, et t'es complètement fou, tu vas sortir et tu vas être poursuivi pour exercice illégal de la médecine, ce qui est arrivé à certains de mes collègues, dont certains d'ailleurs ont déclenché des pathologies de stress type diabète, tu vois. Oh là là, ouais, d'accord. Ouais. Moi j'étais diplômé en 2001, après l'ostéo a été reconnu quelques années plus tard. Oui, c'est comme le shiatsu, la naturopathie qui est reconnue dans certains pays, pas en France, ça évolue quoi. Oui. D'accord, l'ostéopathie c'était comme ça aussi. Ensuite, comment t'en es arrivé? Parce qu'hier, tu m'as parlé de massage russe, de respiration, de méthode Wim Hof, c'est ça? Alors au début, moi j'étais un ayatollah de l'ostéopathie, je voyais tout par là, j'essayais de convertir tout le monde et tout, et puis j'ai découvert au fil de différentes expériences et relations, j'ai découvert le Hatha Yoga. D'accord. Qui m'a passionné, donc je suis devenu enseignant. À travers ça, j'ai découvert la relaxation. Je me suis rendu compte que j'étais stressé, parce que la première fois que j'ai fait une relaxation, ça m'a mis dans un état oufissime. Donc ça, je l'ai étudié pendant longtemps, je suis allé en Inde, puis donc je l'ai enseigné. Et malgré tout, je continuais à avoir mal au dos. Donc j'étais un peu comme les cordonniers les plus mal chaussés. Tu vois, j'avais toutes les connaissances pour, tout le réseau pour, et j'avais une lombalgie quasiment tous les jours, très, très douloureuse. Et qui m'a amené à un moment de rupture dans ma vie générale, quoi, parce que j'ai eu une séparation avec la maman de ma fille, gros changement de vie, une sciatique paralysante, etc., etc., un peu une crise des 35 ans. Et à l'issue de ça, comme j'avais de grosses séquelles au niveau de ma jambe gauche, parce que j'ai perdu pendant plusieurs mois l'usage de mon pied, j'ai cherché vraiment d'autres méthodes pour retrouver toutes mes fonctions. Donc je suis allé en Inde pour creuser encore plus, et après l'Inde, je suis allé en Russie pour découvrir un art martial qui s'appelle le Systema. Donc Systema en russe, ça veut dire système. D'accord. En gros, rien dire. Donc le Systema, c'est une discipline qui fait partie des méthodologies d'entraînement du KGB, qui consiste en fait à réussir à créer avec ce que tu vis quelque chose qui te permet de rester unifié à l'intérieur. Donc dans le Systema, en fait, on nous soumet à différents scénarios qui sont des mises sous stress, mais dans des environnements sécurisés et bienveillants. Et durant ces mises sous stress, on nous apprend à rester entier, unifié et détendu. Donc on réapprend en fin de compte la vertu du slow motion, refaire les choses lentement, on réapprend à marcher, on réapprend à respirer et à garder la continuité du souffle en toutes circonstances. On réapprend à vivre dans le noir, on réapprend plein de choses. Et également, on se fait énormément masser en Russie, mais d'une façon différente de l'Occident. C'est-à-dire que les massages, nous, on les faisait avant l'entraînement, pour pouvoir aller s'entraîner de façon complètement détendue et créer justement dans le cerveau ces zones de sécurité. Donc j'ai appris tout ça. J'ai également en Russie commencé à m'immerger dans le froid, parce qu'en Russie c'est classique une fois par semaine d'aller dans les banyas, qui sont les bains familiaux dans lesquels on fait ces alternances de chaud et de froid. Et moi je suis frileux de base. Je suis à Nouméa ici avec toi, j'adore aller dans ces eaux à 26 degrés. Il me fallait 20 minutes avant pour aller dans une eau qui était à moins de 20 degrés. Quoi. Et donc là-bas, tu sors d'un sauna, on te balance dans un bain à 6 degrés, c'est choquant pour l'organisme, mais je voyais que ce froid faisait émerger une joie, une pêche, une énergie qui me questionnait. Quoi. C'est ça, ouais. Un truc en fait complètement contre-intuitif, parce que personne n'aime y aller. Quand tu questionnes les gens qui vont dans le froid, personne n'aime y aller. Mais les effets sont unanimes, quoi. Une fois qu'on en sort, ça a donné comme un coup de fouet au mental, à l'organisme, et on se sent bien. Quoi. Donc j'ai décidé de creuser aussi dans cette direction et d'aller me former sur les effets du froid avec Wim Hof, ce néerlandais, qui a plus de 20 records du monde. Il a gravi l'Everest presque jusqu'en haut en étant en chaussures de rando, en short de bain. Il est resté plus d'une heure dans un bac de glace entier, enfin plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, lui, il a monté cette méthode qui permet d'utiliser le froid au quotidien pour booster ton immunité, pour faire un reset de ton mental et plein de choses comme ça.
Donc c'est une histoire de vasodilatation, c'est quoi concrètement, Concrètement, qu'est-ce qui se passe quand on va dans le froid et pourquoi ça apporte au cerveau, au corps, enfin concrètement, qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe? Oui. Normalement, quand tu plonges dans le froid, c'est quelque chose qui nous a empêché, enfin qui est censé nous empêcher de survivre. Donc dans notre cerveau, dans les couches les plus profondes de ton cerveau, c'est engrammé que le froid, il faut lutter contre. Donc quand on est soumis au froid, ça installe dans notre système, ça nous met en mode stress, qu'on appelle le mode orthosympathique ou sympathique dans le système nerveux. C'est-à-dire que normalement, si tu tombes là tout de suite dans le froid, tes épaules vont se tendre et tu vas commencer à te mettre à respirer haut et court, en mode panique. D'accord. Nous, dans cette approche en fait, du froid thérapeutique, on apprend justement qu'on peut avoir accès consciemment au pilotage de la respiration. Je te rappelle que la respiration, c'est l'une des seules fonctions du corps inconsciente sur laquelle on peut avoir un contrôle conscient. Tu sais pas comment tu respires là tout de suite maintenant, mais si tu te poses la question, bah, tu te rends compte. Donc au moment où tu arrives dans le froid, tu as cette capacité de choisir en fait comment tu vas vivre l'expérience. D'accord. Et tu peux te dire, bah tiens, plutôt que de subir, je vais accueillir. Et comment je vais accueillir? En changeant la façon dont je me comporte dans la fonction des fonctions qu'est le souffle. Et donc je vais changer la façon dont je respire. Donc plutôt que de rentrer en mode panique avec une respiration haute et courte, je vais allonger l'expire. Alors ce que je te donne comme exemple de se plonger dans un bac de froid, c'est extrême. Mais ce que je te dis, là, c'est applicable au quotidien. Quand tu te lèves le matin de ton lit, que tu te cognes au petit orteil, l'attitude physique va être immédiatement de se mettre en haut, les épaules tendues, de prononcer plusieurs mots plus ou moins violents et de bloquer son souffle. Et en fait, ça va être pareil dans la vie quotidienne, avec nos enfants, avec nos compagnons, avec nos compagnes, avec nos relations professionnelles. On a toujours un épisode de froid qui arrive, même plusieurs par jour. Et en fait, cette chose qui arrive de froid, eh ben, on la vit d'abord dans notre corps. Et moi, je prône, dans les accompagnements que je propose, je prône de d'abord essayer de changer l'attitude qu'on a sur le plan corporel. Une fois qu'on aura changé notre comportement sur le plan physique, que le reste va suivre. Un truc et astuce pour tes auditeurs, quoi qu'il vous arrive, à n'importe quel moment, c'est que vous soyez en train de conduire et que quelqu'un vous klaxonne, que vous receviez un mail qui fasse émerger en vous une montée de tension, posez-vous juste 3 secondes, observez comment ça se passe dans votre corps, observez cette montée, ne la déniez pas, ne vous y opposez pas, et au moment où c'est passé, juste consciemment, allongez votre expire. Alors figure-toi qu'on parlait de nos mamans, et moi ma mère m'a toujours appris ça, et quand j'étais traumatisée par un maître d'école en CM2, elle me disait de respirer en disant un mantra que je dirais pas là parce qu'il était rigolo. Mais si justement, j'adore les mantras. Non parce que... non, faut mieux pas le dire. Il y avait un gros mot dedans. Et du coup, elle nous a toujours appris, même quand on allait aux toilettes, elle nous a toujours dit de pas forcer, de bien respirer, tu vois. Et ouais. grâce à elle, j'ai pu accoucher de mes 2 filles avec la respiration sans péridurale. Et moi, dans toutes les situations, là, j'ai fait un saut en parachute l'année dernière et on m'a dit que j'avais sauté comme quelqu'un qui avait l'habitude parce qu'en fait, j'ai juste respiré sur ma vidéo, ça se voit sur YouTube d'ailleurs. J'ai juste respiré, j'ai profité de l'instant présent. Pour mon premier saut, j'ai juste vraiment profité de chaque microseconde grâce à la respiration parce que du coup, j'étais pas stressée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez systématique chez moi. Dès que j'ai un coup de stress, hop, je souffle. Et j'ai vu ma sœur est partie avant-hier de Nouvelle-Calédonie, elle fait exactement la même chose. Et c'est vrai que c'est une clé qui fait vraiment du bien dans toutes les situations de stress. Ça, c'est clair. Chanter, enfin tu parlais de ton mantra, en fin de compte le chant c'est la même chose. Oui. Et je vais pas faire l'apologie du tabac, tu vois, mais pourquoi ça fait autant de bien quand on fume, mis à part l'effet de la nicotine? Ouais. Parce que quand tu regardes ce qui se passe quand on fume, eh ben, on se met dans une situation où on va allonger l'expire. Et oui, t'es chez moi donc tu vois les instruments de musique. Ouais. Très souvent quand j'ai des grosses journées, souvent quand j'ai pas mes enfants, je commence à 5h, je finis vers 23h, et ben je me fais des pauses où je vais chanter. Ouais, piano ou guitare et je m'y remets et en fait oui c'est mes moments de respiration. Reset, quoi. Ouais. Ta méthode j'aimerais bien la tester la prochaine fois que tu passes à Nouméa ou si je vais en Laponie. Mais écoute avec plaisir. Alors donc tout ça en fait moi je l'ai regroupé sous un vocable que j'appelle qui s'appelle le biohacking. Oui. Donc j'apprends aux gens qui souhaitent reprendre le pilotage de leur vie. J'aime pas trop la notion de contrôle parce qu'il y a trop de tension dedans. Oui. J'apprends aux gens qui le souhaitent à piloter leur organisme avec donc des outils de biohacking. Donc les outils de biohacking, en fait, on les connaît tous. Alors, il y a le froid dont je t'ai parlé, qu'on peut utiliser de façon simple avec sa douche. Il y a le jeûne,
différents types de jeûnes, dont le jeûne intermittent. Il y a différentes façons de penser. Il y a le toucher, il y a le mouvement. T'as pas de meilleur fabricant d'antalgiques naturels que le mouvement. Il y a donc le toucher, je t'en ai parlé, il y a différentes façons de dormir, on a plein d'outils de biohacking naturel qui nous permettent d'avoir accès à notre poste de pilotage. C'est ce que tu me disais hier, tu me parlais du sommeil, que tu as des méthodes pour améliorer le sommeil, tu as des méthodes donc de massage russe avec les pieds. Moi, il y a plein de choses qui m'ont interpellée. Tu m'as parlé de souffle entre le sol. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur chacune de ces choses ? Avec plaisir. Par exemple, le sol. Oui. Le sol, j'aime beaucoup le travail au sol, parce que déjà, le sol, on en a tous un. Moi, j'aime beaucoup fournir à mes patients, à mes clients, des outils gratuits. Donc le sol, on en a tous un, et le sol, il est quasiment toujours dur. C'est un super outil pour apprendre à devenir plus soft et plus adaptable à l'intérieur. Quand tu regardes un bébé, par exemple, je crois que toi, tu as un enfant une fille qui a 3 ans, donc ça commence déjà à être un peu âgé, mais il y a quelques années encore, quand elle faisait son 4 pattes et tous ses déplacements au sol, elle se plaignait jamais. Elle se mettait jamais à pleurer en disant « Maman, j'ai mal parce que le sol est dur ». Mais quand tu mets aujourd'hui un adulte qui vient du monde occidental normal au sol, il souffre le martyre. T'es d'accord ? Je m'étais fait la réflexion moi-même en me mettant à 4 pattes pour chercher des choses. Je me suis dit pourquoi je trouve cette position aussi inconfortable alors que quand j'étais gamine, j'adorais être par terre, ramper. Exactement. Ouais. Donc l'idée derrière, c'est que dans la vie extrêmement confortable qu'on a eue, nous, occidentaux, en fait, alors très confortable parce qu'on a eu énormément de domestication, on a perdu en fait un potentiel adaptatif. Quand tu regardes la vie d'un occidental de base, il se lève le matin à une certaine heure, il s'assied sur le lit, après il va s'asseoir aux toilettes, après il s'assied pour le petit-déj, après il s'assied, il va au boulot, soit en vélo, ou en métro, ou en voiture, mais bref, la plupart du temps au boulot il s'assied, après la pause il s'assied, il déjeune, il s'assied, bref, on passe notre vie assis, on passe notre vie entre debout en fait et assis à 90 degrés, quoi, et on va plus jamais explorer ce qu'il y a en dessous. Donc on perd en fait des options. On perd des options d'adaptation. Et ce dont on s'est rendu compte aujourd'hui dans l'étude des neurosciences de la douleur, c'est qu'en fin de compte, tu vois, quand on se bloque le dos et tout ça, c'est pas tellement qu'on se bloque en fait, on se bloque rien du tout. C'est qu'on a perdu des options d'adaptation et quand on se met à sortir un peu du champ du connu, bah parfois le cerveau il passe en mode alerte parce qu'on est allé dans un endroit, dans une amplitude de mouvement dans lequel le cerveau n'a plus l'habitude d'aller. Et comme il n'a plus l'habitude d'y aller, il déclenche une alarme, et cette alarme, ça va être une tension musculaire qui va te dire « Hé, où tu vas là ? J'ai plus l'habitude d'aller, donc je vais te faire mal, je vais tendre le muscle. » L'idée de réapprendre au quotidien, par exemple, là je vois sur ta table, il y a du courrier que tu as reçu, et ben, plutôt que de l'ouvrir en étant sur ta chaise et la table à manger, tu vas te mettre sur ton pouce dans le salon, tu vas ouvrir ton courrier. Quand tu reçois un copain, une copine, quelqu'un de la famille à la maison, t'offres un thé au sol. Tes enfants, quand ils rentrent de l'école, bah, tu joues un petit peu avec eux au sol. Et petit à petit, comme ça, tu vas restaurer un champ d'exploration, un champ des possibles, comme quelque part un danseur qui apprend toutes les semaines en fait, des nouveaux mouvements de chorégraphie. Tu vois. Donc moi, j'utilise la dureté du sol pour apprendre aux gens en fait, à rebouger lentement. Parce que le sol, si tu bouges très vite au début, bah, tu te fais mal. Donc comment ne pas se faire mal ? En faisant comme un bébé, on réexplore doucement, lentement. Et puis là-dessus, on passe la couche de la respiration en faisant en sorte qu'en bougeant, on garde la continuité du souffle. Et en créant cette continuité, cette synchronicité entre le mouvement et le souffle, on redevient plus unifié à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est un des outils que j'utilise, tu vois. Alors tout à l'heure, tu disais que tu t'étais bloqué le pied. Du coup, j'en viens Plus que bloqué, ouais. J'ai eu une sciatique en fait. Moi, j'ai un disque qui a explosé dans mon dos. Aïe. Donc ça a comprimé, tu vois, mon nerf sciatique pendant trop longtemps. Et du coup, l'électricité ne passait plus. Donc mon pied ne fonctionnait plus en fait. Je donnais une commande à mon cerveau et ça ne répondait plus. J'avais littéralement une paralysie du pied. Donc j'ai osé en fait écouter les avis des médecins qui m'étaient donnés de ne pas me faire opérer. Parce que j'étais sportif, que je connaissais pas mal de choses en thérapie manuelle et que j'avais pas forcément beaucoup de chances de récupérer en opération. Et j'ai osé aller explorer en fait d'autres méthodes pour guérir, dont le yoga, un apprentissage de la respiration à très haute dose et à haut niveau, et puis ce que j'ai appris en Russie avec le systéma et des massages. En fin de compte, tu vois, ces massages, ce massage russe notamment où le corps se fait piétiner, alors quand tu vois le truc en vidéo, ça a l'air humiliant et violent. En fait, c'est fait avec beaucoup de bienveillance, c'est fait avec un concept fondamental qu'on appelle l'exposition progressive, et en fin de compte, tout ça, tu vois, que ce soit le sol, le souffle, le froid, le piétinement, c'est juste
des scénarios qu'on propose aux gens pour les mettre sous stress. Et dans cette mise sous stress, apprendre à gérer. Tu vois, quand je me suis fait masser, en fin de compte, il n'y avait pas une détente qui s'opérait sous la zone qui était massée. Le guerrier me montait sur le pied, sur le mollet par exemple. Oui, ça me faisait mal sur le mollet, mais ce qui se passait, c'était pas dans le mollet. C'était dans la partie de mon cerveau qui gérait le mollet. Et il m'a permis d'apprendre à me détendre en conditions réelles. Ce qui fait qu'après, quand je revenais dans mon quotidien, comme j'avais vécu quelque chose qui était plus fort que mon quotidien, parce que c'est ça l'idée. Quand tu rentres dans un bac de froid, par exemple, qui est à 2 degrés, je te garantis que c'est plus fort que tous les mails que tu peux recevoir, SMS, coups de fil ou disputes, quoi. Tu vois, parce qu'il y a une hiérarchie dans le cerveau. On parle de compétition, collaboration. Parfois, il y a des choses, par exemple, là, on est en train d'enregistrer un truc. Mais si jamais la crèche, enfin ton école, l'école de ta fille appelle pour dire qu'il y a un truc qui s'est passé, tu vas me dire, bah non, désolé, on arrête, je dois aller chercher ma fille. Bah là, c'est pareil. Parfois, il se passe des trucs qui fait qu'on hiérarchise. Bah, on réapprend en fait à redonner la bonne place aux choses et à gérer en conditions réelles. Bah, tu sais, c'est un truc qui m'avait étonnée parce que quand je faisais de la course trail, j'avais fini avec les quadriceps qui tétanisaient et tout, j'étais complètement épuisée. Et quand je suis arrivée à la fin de la course, j'ai retiré mes chaussures et mes pieds étaient en sang et j'avais rien senti parce que mon cerveau avait hiérarchisé, m'avait dit ton quadri qui tétanise et qui se contracte, c'est plus douloureux que... Et du coup, j'étais très étonnée parce que j'avais rien senti, mais mes pieds étaient en lambeaux, quoi. Pareil avec les gens qui se font malheureusement mordre, tu vois, par des requins. Sur le moment, ils ne le sentent pas. Ah ouais. Parce que la survie, ça va être plutôt de nager vers le bord. C'est contre-intuitif, ça, hein, mais c'est bien fait. Oui. Je vais poser la question pour les personnes très cartésiennes qui nous écoutent. Ton disque explosé, comment il s'est reconstitué avec tout ça ? Alors, il ne s'est pas reconstitué, j'ai toujours des séquelles. Tu vois, je pense que j'ai récupéré entre 70 et 75%, mais j'ai toujours des crampes régulièrement, parfois la jambe qui tremble, parfois des fourmis. Mais avec 6 mois de travail assez acharné, de gestion du stress, de respiration, de mouvement au sol extrêmement lent, je pense, si tu veux, que justement le fait de réapprendre à bouger dans un mode vachement plus slow motion, j'ai réussi à recréer en fait de la vascularisation, donc de l'apport de sang sur la zone qui avait été lésée. D'accord. Et suffisamment pour que un minimum de fonction motrice en fait se restaure. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre pour nos auditeurs, hein, quand la souffrance du nerf, quand est-ce qu'un nerf souffre, c'est quand il est privé de son apport vasculaire. Et bien sûr, parfois tu peux avoir une blessure qui t'en prive, mais le stress en tant que tel, si tu veux, le stress, c'est quelque chose qui constricte notre réseau artériel et qui nous met sous tension et qui empêche une bonne perfusion. Donc j'ai envie d'encourager ceux qui n'osent pas le faire à vraiment inscrire dans leur quotidien des choses qui les détendent et qui les détendent de façon globale, de façon systémique, parce que ça a des effets en longue traîne sur l'ensemble des systèmes du corps humain. Donc beaucoup de détente, beaucoup de respiration, beaucoup de massage et une réorganisation de ma vie complète. D'accord. J'ai osé, par exemple. À l'époque, je n'osais pas quitter mon premier boulot, qui était de consulter en cabinet libéral. Donc je cumulais en fait les mandats parce que j'avais peur. J'avais peur de ne pas gagner assez, j'avais peur de perdre un peu sur tous les plans. J'ai osé, en fait, après cette blessure, faire passer mes besoins en premier. Au début, quand je suis rentré dans l'entrepreneuriat, moi, j'y suis rentré avec un mindset qui était hyper tourné vers la culpabilité. Il fallait que j'avais des partenaires qui étaient vachement old school. Un chef d'entreprise, ça bosse 8h-20h, sinon tu ne mérites pas ton salaire, tu ne mérites pas d'être, etc., etc. Et en fait, quand mon corps a dit non, j'ai changé complètement de façon de faire, parce que c'était une question presque de survie. Je me levais le matin et je remplissais ma baignoire en premier, en prenant soin de moi, en prenant soin de mon niveau de tension, en apprenant des nouveaux mouvements, en méditant, etc. Et c'est fou parce qu'à partir du moment où j'ai osé ça, non seulement j'ai pu faire plus de choses, et en plus, j'avais dans ma vie perso et pro que le taux d'embêtement, pour pas dire autre chose, et de conflit a chuté, on va dire, de 95%. Juste parce que moi, je m'étais apaisé de façon générale et que je faisais ça en premier le matin. Alors qu'avant, je pouvais faire les mêmes disciplines, que ce soit yoga, arts martiaux, etc. Mais je les faisais le soir. Et en fin de compte, quand je les faisais le soir, ça me servait juste à revenir près de zéro. Mais tu vois, c'est comme un compte, c'est comme l'argent en fait, je ne capitalisais pas de bien-être et de santé. Donc j'ai envie de vous encourager, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, ou même si vous êtes dans le coaching, la guidance, à surtout d'abord prendre soin de vous le matin, en fait, avant d'aller se remplir soi-même, avant de donner aux autres. Je donne souvent cette image de l'avion où on nous dit si les masques à oxygène tombent, mettez-le avant de le mettre aux enfants. C'est clair.
Et moi, c'est pareil, j'ai eu des difficultés là en décembre, j'en pouvais plus. Ça fait presque 2 mois que j'ai pas mal lâché prise et ça tourne en déléguant et je sens bien que je vais retrouver l'énergie pour redonner. Mais sinon, on peut pas, en tant qu'être humain, toujours donner. On se vide et il faut vraiment prendre soin de soi. Mais alors, toi, aujourd'hui, donc tu es passé t'avais un cabinet, t'es passé entrepreneur et maintenant t'organises des... Comment on peut appeler ça? Des ateliers? Oui, alors effectivement, si tu veux, j'ai essayé pas mal de choses pour explorer voilà, le champ relationnel. Donc le cabinet, je l'ai eu pendant 18 ans. J'ai eu un club d'arts martiaux, j'ai enseigné le yoga Enfin, j'ai essayé différentes modalités pour aider les autres. Quand tout était super, honnêtement, j'ai aucun regret. Mais je me suis rendu compte que les trucs les plus efficaces que j'ai pu faire pour moi et puis pour les confrères, amis avec qui je faisais parfois des formations, c'était des retraites. Et à un moment, j'ai osé dire j'arrête la relation duel, juste d'aider les gens en one-to-one sur des sessions de 3/4 d'heure à 1 heure, et j'ose aller vers un truc où on va se rencontrer pendant plus longtemps et construire ensemble. Donc j'ai commencé par faire des choses d'un jour, 1 jour et demi, puis là je suis passé au format 1 semaine, parce que j'emmène des gens dans des retraites en Laponie et au Québec, et c'est génial. En fait, moi j'étais hyper frustré, tu vois, parce que j'accueillais des patients ou des clients en coaching ou en soins, ça faisait du bien, mais il n'y avait pas assez. C'est comme si on démarrait un moteur de Ferrari, une belle voiture, on faisait 100 mètres et on s'arrêtait. Donc je sentais que si jamais je pouvais passer plus de temps avec eux, vraiment dans une immersion, ça allait vraiment pouvoir se transformer en changement durable. Donc j'ai osé arrêter, et ça vraiment, je pense que c'est un des plus gros changements de ma vie, parce que j'ai gagné très très bien ma vie en tant que libéral ostéo. Quand j'ai arrêté, je n'avais aucun backup, quoi. Mais je sentais, j'allais au boulot à reculons, quoi. Je sentais qu'il y avait un nœud dans mon ventre et qu'il était temps pour moi de passer à autre chose. Ça s'est pas fait. La reconversion, si tu veux, elle est toujours en cours. Mais là, la retraite que j'ai faite en Laponie, on a mis 1 an à la construire et elle s'est remplie en 3 semaines. Donc c'est super. Tout ça pour dire que quand les choses sont alignées, ça fonctionne. Ces retraites en Laponie, qu'est-ce qui se passe pendant ces retraites? J'emmène des groupes. Alors dedans, il y a pas mal de gens qui viennent du monde de la santé parce que c'est mon ADN, mais également des entrepreneurs qui ont envie d'apprendre à prendre soin d'eux et à faire en sorte que leur projet entrepreneurial ne devienne pas une prison dorée, mais au contraire devienne quelque chose au service de leur vie. Je les emmène dans des endroits en général où il y a une esthétique environnante qui est oufissime, parce que c'est plus facile d'ouvrir certains pans de notre cerveau quand on est dans le beau. Tu sais, je suis très dans le beau, le bon et le juste. Hein. Ça m'anime beaucoup. Et dans cet environnement qui est très beau, on apprend à s'immerger dans la nature. Donc, il y a beaucoup de travail au sol, il y a beaucoup de massages, il y a des immersions dans le froid, dans le chaud, ou l'alternance entre les deux, et beaucoup d'expériences relationnelles dans lesquelles on apprend à lâcher prise. En fait, je leur apprends tous ces outils de biohacking dont je t'ai parlé au début, avec cette obsession que quand ils rentrent chez eux, ils n'aient pas le syndrome du lundi matin où ils ont vu dans leur cours, leur congrès, leur stage, un truc qui était génial parce que l'enseignant était charismatique mais qu'ils n'arrivent pas à appliquer. J'ai vraiment une obsession, si tu veux, de rendre les gens plus autonomes et plus libres. Et la connaissance, c'est du pouvoir, donc je leur donne beaucoup de connaissances qu'ils arrivent à intégrer dans leur vie par des principes. Ça rejoint complètement l'interview que j'ai réalisée juste avant toi avec Stan Leloup, parce que justement je disais à Stan qu'une chose que j'apprécie énormément chez lui, c'est qu'il donne les outils et qu'il se positionne pas justement en tant que dominant, je vous explique et vous appliquez. Et ça, c'est quelque chose que je partage vraiment avec toi aussi, c'est aider les gens à devenir autonomes. C'est le meilleur moyen de les aider. Alors certains le sont déjà, mais dans notre domaine, en tout cas, les rendre autonomes sur ce que nous, on sait. C'est clair. Évidemment. Pendant des années, tu vois, dans le domaine du soin, le modèle relationnel qui était prégnant, c'était ce qu'on appelle le modèle opérateur, où celui qui avait la blouse blanche était le sachant. Aujourd'hui, on parle du modèle interacteur. Et on sait que c'est pas la technique, en fin de compte, qui est importante dans le soin, c'est au premier plan la relation, et dans la relation, il y a une co-construction de la solution. Et ça, j'adore. C'est génial, parce qu'on est tous les deux acteurs. Question de femme. Quand tu pars en stage comme ça, en Laponie, au Québec, ça dure combien de temps? Cela, il dure 6 jours. Ah, ça va, c'est court. Parce que j'allais dire, t'as une compagne? J'ai une compagne, et j'ai une compagne qui m'accompagne. Ah, elle t'accompagne? Ouais, la plupart du temps. Ok, je peux te demander ce qu'elle fait dans la vie? Écoute, je vais employer l'imparfait parce qu'elle était infirmière. D'accord. Et après un peu de temps passé à mes côtés, je l'ai convertie. Je l'ai encouragée à réaliser ses rêves et à oser.
Parce qu'elle se disait depuis 3 ans, je vais arrêter, je sens que j'ai d'autres choses à réaliser. Et donc elle a arrêté, elle a vendu sa clientèle et elle est sur d'autres projets aujourd'hui qui sont extrêmement inspirants. C'est une personne qui m'a d'ailleurs attiré vers l'éthologie. Alors, qu'est-ce que L'éthologie, c'est la science du comportement des animaux. D'accord. Tu connais Boris Cyrulnik? Non. Boris Cyrulnik, il est psychiatre, mais avant d'être psychiatre, justement, il est éthologue. Et c'est lui qui a amené en France vraiment ce concept de résilience. Enfin, il a écrit je ne sais combien d'ouvrages, il est super connu. Et justement, ce concept d'éthologie est absolument hallucinant parce que je me rends compte que finalement, la plupart des choses qui sont dans le champ de la psychologie qui me passionnent aujourd'hui, eh bien, on les observe chez les animaux. Tu vois, par exemple, ne serait-ce que le toucher. Oui. La façon de prendre soin les uns des autres, tout ce qu'on peut apprendre sur le sommeil, c'est l'alternance de rythmes extrêmement sains pour la santé, la façon d'utiliser la terre, la façon d'utiliser l'eau, enfin il y a plein de choses. Même dans l'organisation sociétale, aujourd'hui on reprend à notre compte pour aller mieux dans la vie et qui sont déjà présentes chez les animaux. Par exemple, comment apprendre à être détendu avec des chevaux à qui tu ne peux pas parler. Les chevaux, tu leur parles, quand tu leur parles, ils ne comprennent pas les mots. Ils vont voir juste le niveau de tension au niveau de tes épaules. Ils vont être sensibles à comment tu marches, la lourdeur du pas, le tonus de tes épaules, comment tu mets ta tête et tout. Et en fonction, ils vont venir te voir ou pas, quoi. Fin de cette petite histoire. Moi, c'était un de mes rêves d'être accompagné par ma compagne dans mes aventures, parce que j'en ai besoin aussi. Même si je sens une dimension féminine assez présente en moi, c'est génial de pouvoir faire ça en couple. Et ceci étant dit, j'ai une clientèle qui est majoritairement féminine. D'accord, même dans tes retraites. Même dans mes retraites, et pourquoi ? En fin de compte, tu vois, dans mes retraites, la consigne que je donne tout au long de la journée et que je donne la première, en fait, dès qu'on se rencontre, je dis à mes clients, la seule chose que vous avez à faire, enfin la chose la plus importante que vous avez à faire durant toute la retraite, quelle que soit sa durée, c'est juste de vous connecter à vos sensations. Alors c'est pas... L'idée derrière, tu vois, c'est pas un truc New Age ou hyper spirituel, non. C'est pas fumeux. L'idée derrière, c'est que si on se connecte pas à ces sensations, on peut pas créer des repères qui nous permettent de savoir quand est-ce qu'on est en danger. En fin de compte, tu vois, dans mes retraites de biohacking, ce que j'apprends aux gens, c'est à reconstruire un sentiment de sécurité à l'intérieur. Et pour construire cette sécurité, il faut savoir quand est-ce qu'on est en danger. Et force est de constater que dans l'éducation qu'on a reçue aujourd'hui, les femmes ont une capacité à se connecter à elles qui est plus importante que les hommes. Donc j'ai majoritairement des femmes qui viennent. Est-ce que c'est pas par rapport au cycle parce que nous on est habitués avec le cycle hormonal Je ne crois pas, si tu veux, que ce soit par rapport au cycle. Je crois tout simplement que c'est majoritairement éducationnel parce qu'on est encore dans une société, une dominante patriarcale qui fait qu'aujourd'hui, si tu te dis que tu te connectes à ce que tu ressens, ça fait un peu efféminé. De moins en moins. De moins en moins, mais encore. Et encore, tu regardes les domaines, dans le domaine du soin et de la médecine aujourd'hui, on est dans un système qui est hyper masculin, hyper patriarcal. Il y a peu de place encore, tu vois, pour le relationnel ou le féminin. Oui, puis si tu reviens à ce que tu disais tout à l'heure, les femmes... Il y a beaucoup de misogynie encore. Oui, et les femmes restent quand même, peut-être moins aujourd'hui, mais dans l'histoire féminine, je sais pas comment on peut dire, les femmes étaient beaucoup plus avec les enfants, au sol. Exactement. Si tu regardes dans certains pays encore aujourd'hui, elles sont souvent au sol avec la les transmission. enfants. Voilà. Et puis les hommes partent plus explorer, beaucoup moins aujourd'hui. Mais du coup, quand tu pars explorer, tu te reconnectes moins à toi-même que quand tu es plus sédentaire et que tu t'occupes justement de tes enfants et que tu restes centré sur la famille. Écoute, j'ai des contacts moi en Amazonie et on parle un peu des archétypes masculins, féminins et tout. Oui. Donc il y a des façons de se connecter à soi, même dans l'archétype du masculin. Et je pense que dans notre société occidentale, on l'a mal compris. D'une part. D'autre part, pour revenir sur les femmes, il reste, tu veux, cette obligation, cette fonction fondamentale que vous avez de donner vie. Pour donner vie de la meilleure des façons, c'est important de pouvoir se connecter à ce qu'on ressent. Exactement. Donc je pense que vous avez des programmes qui font que pour vous, c'est peut-être plus facile, et heureusement. Tu vois. Mais oui, tu vois, par exemple, ce qui m'a passionné dans l'école d'arts martiaux que j'ai suivie en Russie, cette école de Systema, c'est qu'on commence à se rééduquer à travers des formes de travail qui sont majoritairement féminines. Parce que dans les arts martiaux, tu as des formes de travail du masculin et du féminin. Et la majeure partie des écoles d'arts martiaux partent d'abord vers des formes qui sont dures, sèches, rapides, alors que t'en as d'autres qui sont vachement plus lentes, vachement plus soft, vachement plus dans la connexion à soi. D'accord. Alors, tu parles de connexion. J'ai compris que c'était une connexion peut-être
conscient, inconscient, tout ça. Mais je vais partir sur autre chose. Parce que j'aime bien avoir l'avis des gens et ce qu'ils pensent de la mort. Qu'est-ce que tu penses de la mort ? Puisque tu es dans le biohacking, ça veut dire que tu es dans le corps vraiment physique. Est-ce que du coup, comme tu es tu fais énormément de recherches et tout sur le corps physique, est-ce que d'après toi, est-ce que l'âme existe ou est-ce que c'est un concept ? Qu'est-ce que tu en penses de la mort ? Je suis biaisé pour te répondre. Je suis biaisé parce que j'ai osé un jour, il m'a fallu 9 ans pour le faire, j'ai osé aller faire une retraite Vipassana. Je ne sais pas si tu connais. Non. Vipassana est la méthode de méditation qui a été inventée par le Bouddha Gautama. Celui qu'on voit avec le petit bidon et tout. D'accord. Donc il a construit une méthode dont on entend assez peu parler, qui s'appelle Vipassana, qui est une méthode de méditation qui est purement laïque. Il n'y a rien de religieux là-dedans. Vipassana, le premier niveau, pour rentrer dedans, c'est une retraite qui dure 10 jours dans laquelle tu es en silence. Et durant ces 10 jours, tu fais à peu près 10 heures de méditation par jour et tu observes en fait juste tes sensations corporelles. Pourquoi on fait ça ? Parce que les sensations, en fait, elles sont caractérisées par un point commun qui est que quoi qu'on ressente, de toute façon, ça ne dure pas. Donc on apprend devant ces sensations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, à rester équanime. Et l'installation, cette éducation à l'équanimité, dans la philosophie Vipassana, c'est un apprentissage de l'art de mourir. Et moi, quand j'ai osé aller, donc après 9 ans d'hésitation, parce que j'avais peur de rester en silence, j'ai eu des sensations absolument hallucinantes où je ne sentais plus mon corps. Je ne sentais plus mon sexe au sens, je ne sentais même plus ma personne. Quoi. Je me voyais comme dans Matrix, avec des successions de particules de lumière par-ci, par-là. Et depuis ce jour-là, je suis rassuré par rapport à la mort, parce que je me dis que si je travaille régulièrement sur moi, en installant cette équanimité, tu vois, en aiguisant cette connexion à mes sensations, sans forcément rejeter celles qui ne sont pas bonnes ou faire perdurer celles qui sont bonnes, et ben je vais me préparer en fait à mourir. Et d'ailleurs c'est un de mes leitmotifs, si tu veux, quand j'arrive à trouver le temps de travailler un peu sur moi, ce qui est quasiment tous les jours, et quand je travaille en fait sur cette éducation aux sensations et à l'équanimité, j'ai en arrière-fond dans ma tête le fait que je me prépare à mourir. Et ça m'a déclenché, si tu veux. C'est comme si ça va arrêter, comment te dire. Quand tu m'as posé la question, j'ai une peur qui a émergé. Tout d'un coup, je ne m'y attendais pas. Mais je reviens sur quelque chose, tu vois, de connu. Ouais, j'ai eu cette expérience. Il y a des gens qui ont fait des recherches et un voyage avant moi, qui ont dit, si vous voulez aller tranquillement vers cette destination finale, vous pouvez vous y préparer, voilà un outil. Et cet outil, aujourd'hui, il faut savoir qu'il est laïque, il est gratuit. Vipassana, tu peux y aller, ça fonctionne sur le don. Tu as juste à t'inscrire, en fait. D'accord. Et donc, tu penses que ce sera la fin de ta mort physique ? Non, moi je pense qu'il y a une continuité, qu'on se dissout en fait dans un champ. Voilà. Ouais. Oui, je le pense. Oui, puisque tu me parlais de la relation avec les animaux. Moi, j'ai cette impression, personne n'a la réponse, mais voilà, j'ai l'impression qu'on retrouve plein de comportements, que ce soit dans la faune, la flore, enfin les humains. J'ai l'impression qu'on retrouve des comportements un petit peu partout et qu'on est juste des cellules unies, enfin qui pourraient s'unir. Et j'ai l'impression que la mort, c'est juste, je vais pas dire une pourriture, mais... Une dissolution. Voilà, c'est une dissolution physique, mais de quelque chose, d'un tout, où on est tous complémentaires. On est censé être tous complémentaires. Bah, ça vibre en moi ce que tu dis, je ressens pareil. Donc carrément. Du coup, c'est vrai que ça fait moins peur face à la mort. Ça fait moins peur, ouais. Alors, quand on parle de mort, je vais te parler de quelque chose de plus joyeux. Une question qui m'intéresse beaucoup chez tout le monde. C'est quoi ta conception de l'amour, ta définition de l'amour ? C'est difficile cette question que tu me poses parce que j'ai beaucoup d'échecs. Ah. J'ai beaucoup d'échecs. J'ai beaucoup d'échecs dans ma vie, enfin échecs. J'ai beaucoup d'apprentissage dans ma vie sentimentale qui m'ont montré que j'avais beaucoup projeté, pas assez écouté, et aujourd'hui ça se passe bien, mais c'est une construction qui se fait vraiment à deux et au quotidien. Donc il y a un socle de valeurs communs, le fait d'avoir des objectifs également, enfin de regarder dans une direction commune, énormément d'écoute et de respect, et le culte d'un sentiment de connexion. Voilà. Mais dans quelque chose, si tu veux, qui est électif. C'est-à-dire qu'il y a certains domaines de connexion, de reliance, comme ça, que je n'ouvre qu'à une personne. D'accord, voilà. L'amour se définit... il y a cette exclusivité. Oui. Ensuite, moi j'ai une quête spirituelle depuis mon plus jeune âge, et je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai la sensation qu'il y a certains domaines auxquels
je ne pourrai avoir accès que si je suis dans une relation d'amour avec une compagne. J'ai l'impression que, enfin d'ailleurs c'est plus qu'une impression, c'est une expérience que si certains des aspects de ma personnalité sont équilibrés, balancés et reliés à une polarité féminine, c'est comme si ça ouvrait des serrures qui me permettent d'aller plus loin. J'aime beaucoup cet adage systémique, tu sais, dans lequel on dit que le tout est composé de sous-parties, mais que la somme des parties reste inférieure au tout. Et c'est ça que je ressens en fait dans une relation amoureuse. C'est très beau. Parfois, je sais que plus seul, je vois bien, enfin je sens bien, ou je me dis encore que là j'irai plus vite, que là j'irai plus loin, etc. Mais quand je regarde, en fin de compte, quand je rentre un peu dans le slow motion et que je regarde ce qu'on peut réaliser à deux, c'est plus dense, beaucoup plus déployé en fait. Et c'est génial. Et puis partager. Partager, ouais. Et tu sais, moi j'ai eu des partenaires d'entraînement, notamment en systéma, je sais pas si tu peux imaginer, mais en massage russe, que j'en parle comme ça, mais le massage, moi c'est un truc auquel j'ai dévolu ma vie. Pendant 3 ans, je me faisais masser minimum 5 fois par semaine. C'est quand même beaucoup. Alors ça a été une super expérience parce que j'ai pu construire un corps dans lequel il n'y avait plus de tension. Et j'étais tellement massé que ça m'a permis même de transformer, d'avoir une espèce d'alchimie au niveau de ma sexualité. J'avais plus besoin de sexualité pour ressentir du plaisir ou me sentir équilibré. Et j'avais une relation d'amour avec mes partenaires, que j'ai toujours. Mais je me sens quand même très ancré dans une hétérosexualité, et le fait d'avoir une relation d'amour avec une femme, oui, c'est vraiment, ça me donne ces clés qui me permettent d'aller vers de l'inconnu. Mais tu vois d'ailleurs sur Vipassana, parce que c'est vrai que cette expérience de dissolution là, que j'ai ressentie durant quelques heures, où j'étais comme la succession de chiffres, tu sais comme dans Matrix, là on voit des lignes de code en fait. Mais c'était ouf quoi, parce qu'il n'y avait plus aucune tension, ni liée à la question de la mort, ni liée à la question de la sexualité. Et ça m'a vachement rassuré. Bon, le truc, c'est qu'il faut méditer pas mal de temps pour le réobtenir. Mais ça m'a vraiment rassuré de savoir. Enfin, je te parlais de création de repères tout à l'heure. Je sais quelque part qu'en pratiquant comme ça, je peux atténuer en fait certaines angoisses ou certaines tensions qui peuvent être liées ou à des questionnements sur la mort ou à des frustrations sexuelles. Et ça, c'est génial. Ah oui, ça, c'est des questions que les femmes se posent peut-être un petit peu moins. Exactement. Je pense que nous, Ouais. on a une partie... Vous avez un art de... Oui, vous avez des programmes inhérents de dissolution de certaines de nos problématiques. Ouais. Oui, voilà, et Absolument. ça libère de la place certainement dans notre emploi du temps et dans notre cerveau. Carrément. Parfois, je vous jalouse. Alors, du coup, je pense connaître la réponse, mais je voulais, puisqu'on en a discuté hier, quelle est la personne que tu admires le plus et pourquoi ? Je sèche. Ah, alors tu vois, je pensais que tu me répondrais Mike Horn. C'est mais difficile de te répondre Mike Horn parce que j'ai eu la chance, tu vois, par rapport à la loi de l'attraction, quand j'avais envie de rencontrer quelqu'un de connu à mon niveau, tu vois, un peu des stars de mes milieux, j'ai quasiment à chaque fois réussi. Donc ça, c'était génial. Et à chaque fois que je me rapprochais un peu, que je rentrais dans leur cercle rapproché, j'étais déçu. D'accord. On parlait hier, tu m'as dit quelque chose qui m'a beaucoup touché hier par rapport à certaines de tes connaissances vis-à-vis desquelles tu avais de la gratitude sans admiration. Aujourd'hui, j'ai plein peut-être de mentors qui sont des gens qui m'inspirent à un moment donné, des acteurs, des explorateurs, des philosophes, tu vois, mais je suis un peu changeant là-dessus. Je pense aujourd'hui que l'œuvre la plus belle, la plus respectueuse, la plus impressionnante plutôt, à laquelle il m'a été donné d'avoir accès, c'est la méthode Vipassana. Tu vois. Et parce que c'est la plus simple qui soit, et ça a traversé les âges, et il n'y a que des témoignages qui sont poignants d'amour, de générosité et de lumière sur ce Bouddha. Mais je sèche. J'ai du mal à te répondre. Alors ça tombe mal puisque j'allais te dire l'œuvre. Alors du coup c'est une méthode, on va pas l'accepter comme œuvre. Une œuvre qui t'a le plus touché, si tu t'en souviens, l'œuvre qui t'a le plus touché dans ta vie. Alors quand je dis œuvre, ça peut être une chanson, un film, une poésie, un livre, une œuvre d'art, un tableau, une photo. Ce qui me touche le plus en termes d'œuvres d'art, c'est les peintures de Miro. Mm-hmm. Je ne saurais pas te dire pourquoi.
Et comme je suis hyper intello à la base, j'ai essayé de me restreindre, si tu veux, à pas tout analyser parce que ça prend de la bande passante. Les peintures de Miro et de Van Gogh, les sculptures de Modigliani, ouais, c'est des choses qui... Ah, c'est vraiment l'art moderne, quoi. Ouais. Du coup, Par contre, en termes de période. musique, moi je suis un baroqueux de malade, quoi. Je me perfuse aux cantates de Bach, je sais pas combien d'heures par semaine, tu vois, mais la musique sacrée de Bach et Mozart est vraiment quelque chose qui a ouvert des pans en moi. En termes de livres, je change tout le temps. Parce que voilà, j'adore me restaurer, me réinitialiser avec les philosophes. Et j'ai en ce moment une attention particulière vers les ouvrages de Vadim Zeland sur le transurfing. D'accord, qu'est-ce que... Le transurfing, c'est une école de développement personnel qui est basée sur les ouvrages d'un physicien quantique russe qui s'appelle Vadim Zeland. Et c'est, à mon sens, le plus juste que j'ai rencontré en termes de développement personnel moderne. Je le recommande. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qui te plaît dedans par rapport à ce que tu connais? C'est L'approche. Ouais, ce qui me plaît dedans, c'est la façon dont est mise quasiment en équation le fait que la façon dont on va penser va créer la matière. Je l'ai déjà lu, je l'ai déjà observé plein de fois, lu dans plein de trucs, mais la façon dont lui il explique ce lien entre ce qu'on pense et ce qu'on est hallucinant. Et puis les outils de régulation en fait, pour créer sa réalité me touchent, il y a des métaphores qui me touchent énormément. Donc ça c'est peut-être en termes d'œuvre écrite, ça c'est important. Et en termes d'œuvre, de mouvement ou d'œuvre relationnelle, l'une des plus belles choses que j'étais amené à découvrir, c'est le système. Parce que ça inclut, en fait, ça inclut tout. C'est la première discipline que j'ai rencontrée déjà où on n'apprend pas des techniques. On apprend des principes, on nous apprend à fonctionner tel qu'on est et en partant de là où on est. J'ai vu des gens pratiquer de tous âges, et ça s'applique absolument partout. Ça s'applique dans la relation, ça s'applique dans le combat, ça s'applique dans la gestion de business, ça s'applique dans l'amour, ça s'applique. Et c'est vraiment en fait un art de restaurer la connexion entre êtres qui est facile en fait. Tu vois. D'accord. Alors, dernière question. Pour enchaîner avec tout ce que tu nous as dit jusqu'à présent et tes dernières réponses, tu m'as dit que tu avais une fille de 15 ans. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Héloïse. Héloïse, on est sur Celle qui ose. Question féminisme, actualité. Quels sont d'après toi les meilleurs outils que tu peux donner à ta fille en tant que papa pour qu'elle réussisse à s'épanouir encore plus et à vivre sa vie de femme? Qu'est-ce que tu aimerais lui donner, lui offrir? Est-ce que tu penses qu'elle a besoin d'être protégée ou pas? Ça m'embête parce que je voulais te poser la question. Je vais te poser la question parce que ma fille elle me donne du fil à retordre. Elle a 1 an d'avance, elle est en première, tu vois, elle va passer son bac. Alors déjà, elle est un peu activiste. C'était une surprise pour moi de l'apprendre par rapport au climat, par rapport au féminisme. Super. C'est intéressant. Ça m'a amené à beaucoup réfléchir aussi, à prendre des positions et à réfléchir sur ces sujets. Moi j'aime beaucoup le féminisme, tu vois, à partir du moment où il n'est pas castrateur non plus. Donc voilà, ça a été des choses tu veux, que j'ai pu un peu réaxer, rééquilibrer avec ma fille sur des discussions. Maintenant, là tu sais, elle doit faire ses choix bientôt parce qu'elle passe son bac. Vu qu'elle est activiste et tout, elle a super envie de faire un cursus de droit. Why not? Et en même temps, elle hésite. Elle me dit, mais je dis pourquoi t'hésites? Elle me dit parce que j'ai l'impression que je vais faire des études qui vont m'amener à bac plus 5 ou plus 10 et que en fait je vais être formé avec des outils qui ne serviront plus dans le monde dans lequel je vais aboutir. Et j'ai pas de réponse à ça. Du coup, qu'est-ce que je lui ai dit? Moi, je lui ai dit, écoute, moi si j'étais toi, eh ben, je me formerais avec les outils d'infoprenariat. Parce que là, elle passe son temps, comme la plupart des jeunes, tu vois, sur des écrans, quitte à ce que ce temps soit intelligent. Et bah, qu'elle se fabrique un blog ou je sais pas, une boutique pour vendre des trucs, qu'elle se fasse de l'argent, qu'elle mette de côté pour qu'après elle puisse étudier ou voyager. Ah ouais, t'es un père très moderne. L'enfant qui te dit je veux faire des études de droit, non, fais un blog. Mais ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Mais bien sûr. Attends, mais je dis, mais ça se trouve là, avec 2-3 copines, tu montes un truc et dans quelques mois vous pouvez gagner de l'argent, devenir libre, explorer le monde. Par exemple, elle a envie de faire une césure, une année de, comment on dit, de coupure là, 1 an. Mais elle a peur de la faire parce que si elle saute 1 an maintenant, elle a peur de ne pas être prise par des écoles et tout. Je dis, écoute, sincèrement, moi, mon conseil, en fait, je lui ai jamais demandé qu'est-ce que tu veux faire. Moi, je lui dis, mais qui veux-tu être, quoi? Oui, quoi ta vie? Mais... Et en fait, si tu veux, ces questions que je pensais être vachement généreuses, vachement ouvrantes, elles sont plutôt pas paniquantes, mais elles ont pas d'écho chez elles. Ce qui se passe, c'est que tu connais le mouvement des collapsologues? Ouais.
Voilà, Ouais. elle est là-dedans. Elle est là-dedans. Voilà, donc moi je m'y suis pas mal intéressée. Effectivement, bon, moi je suis très inquiète pour mes filles qui sont bien plus petites que la tienne et pour leur avenir. Et effectivement, c'est des questions que je me suis posées. Un jour, il y en a une qui m'a dit quand je serai maman, je me suis dit est-ce que tu auras l'occasion d'être maman vu l'évolution du réchauffement climatique? C'est des questions qui font très très peur. Et du coup, j'ai rencontré des filles là, la semaine dernière en rando qui me disaient on a fait une année de coupure, on a tout quitté. Quitter notre boulot et tout pour essayer de réfléchir à donner un sens à notre vie. Elles avaient même pas 25 ans, les nanas. Il y a le frère d'une copine qui a dit je veux pas faire d'études parce que je veux profiter de la vie. Et on a une nouvelle génération comme ça qui hésite à faire des études parce qu'ils se disent alors ceux qui veulent avant, ceux qui voulaient faire du marketing et tout, ils veulent pas travailler dans la surconsommation. Ceux qui font du droit, ils se disent est-ce que ça servira encore alors que le pouvoir maintenant, enfin tout est en train de se casser la gueule et je peux le comprendre. Et alors sur des groupes Facebook de collapsologues et tout ça, il y en a plein qui se posent la question. Mon enfant est en train d'arriver à l'âge où il doit faire des choix, qu'est-ce que je peux lui conseiller? Alors ce qui est conseillé souvent, c'est maraîcher, autonomie, apprendre à faire son potager, à apprendre l'autonomie et à faire des métiers qui vont vers une décroissance en fait. Ouais. Donc ce que tu peux lui dire, c'est d'essayer de trouver dans ses centres d'intérêt quel métier elle pourrait faire qui la dirige vers une décroissance, en tout cas qu'elle ne participe pas à la surconsommation, qu'elle fasse quelque chose où elle va se diriger vers l'autonomie, qu'elle soit un maximum autonome à tous les niveaux alimentaires, qu'elle sache recoudre des trucs. Je dis pas que je suis collapsologue, mais je m'intéresse à tout et je pense que c'est malheureusement une version qui est envisageable. L'effondrement, donc, c'est la théorie de l'info. Théorie, je ne sais pas si on peut dire que c'est une théorie, mais c'est pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, donc c'est un effondrement imminent de notre civilisation. Tendre vers l'autonomie, c'est peut-être une réponse qui pourrait lui convenir. Ouais, j'en parlerai avec elle. Exactement. En tout cas, quand on accueille des copains-copines à la maison, je peux te dire que je suis le seul parent à ne pas leur poser la question qu'est-ce que tu veux faire. Et leur cerveau, quand je leur demande mais qui veux-tu être, quoi, ça les fait bugger. Quoi. Je crois que c'est chouette de restaurer une place pour le rêve. Oui, elle a de la chance d'avoir un papa Merci, ça me touche. comme toi. Et ça m'a vachement surpris qu'elle soit pas du tout intéressée par l'infoprenariat, les méthodes de blogging et tout, tu vois. Mais alors pas du tout. Et oui, mais ça on en parlait hier, tu me disais que tu as envie d'entraîner, quand tu découvres quelque chose, tu as envie d'entraîner tout le monde avec toi. J'ai le même... Quand tu découvres un instrument de liberté, why not en fait. Et non. Tu vois, peut-être parfois on a besoin de passer par le système, de faire l'expérience soi-même. Oui, et puis c'est pas mal si elle se reconnecte, enfin si ça peut l'intéresser de se reconnecter à la terre et de faire des choses qui sont beaucoup plus dans le concret, le physique, le matériel. Ça peut être aussi intéressant et peut-être plus intéressant sur le long terme que l'infoprenariat. Ouais. Peut-être. En tout cas, je suis ravie de cette interview, je me suis régalée et j'espère que nos auditeurs aussi. Eh ben moi aussi, ouais, vraiment c'était un plaisir d'avoir cet échange et cette connexion. J'ai bien senti, hier on a mangé ensemble et j'ai senti qu'il y avait plein de choses à explorer, ça donne envie d'explorer encore plus. Mais en tout cas, je suis contente de pouvoir le partager en podcast et j'espère que ça aura plu. La suite, c'est qu'on publie les photos de toi quand tu seras soit en Laponie, soit dans un bac de francs. Exactement. Super. Tu vas sortir une chaîne YouTube normalement. Ouais. Donc ta chaîne YouTube, on va actualiser, si vous écoutez ce podcast 3 ans après, on actualisera les liens et vous pourrez retrouver Mathieu sur internet. Merci à toutes et à tous, parce qu'il y en a qui osent aussi et c'est génial d'encourager à oser. Tu sais, pour moi, ce que j'ai appris dans l'entrepreneuriat, c'est que derrière chaque peur se cache une liberté. Exactement. La projection qu'on se fait des peurs est quasiment tout le temps bien plus grave que ce qui se passe dans la réalité. Donc oser. Merci beaucoup Mathieu. Merci Lucie.